Ah non, mon père est devenu fou. Mon père est devenu fou. Il a vu toute sa vie s'effondrer. Il s'est dit, mais attends, moi, j'ai pas souffert. Pour toi, tu dois être avocate. J'ai là ton bulletin scolaire. La tête. Lequel? Et donc, du coup, ils appellent ma mère pour dire, mais madame, votre fille, elle a pas de goûter, c'est chaud. Ma mère, elle dit, quoi? Pardon, maman, je suis désolée si je t'ai affiché comme ça, mais t'as des super entrepreneurs aujourd'hui qui sortent de cursus professionnel et qu'on valorise pas, tu vois. Quand on était plus jeune, on nous disait que voilà, aller en école professionnelle, c'est un truc de raté, etc. Mais pourquoi en quartier populaire, on a cette vision de l'école professionnelle? Ils ont des parcours différents, des rêves un peu fous, mais ils ont tous un point commun, c'est d'être passés par l'école. Dans l'émission École et moi, nous allons à la rencontre de personnalités pour qui l'école a été un tremplin ou un labyrinthe. En tout cas, ils vont venir nous raconter leurs galères, leurs victoires. Dans chaque épisode, une vérité sans filtre. Des récits intimes parce qu'on a tous une histoire avec l'école. École et moi, c'est plus qu'une émission, c'est un miroir, voire même une boussole. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission École et moi avec quelqu'un qui est à la fois comédienne, créatrice de contenu, autrice et qui vient de participer à la saison 5 de LOL qui ressort. Fatou Guinéa, bonjour et merci d'être là. Merci beaucoup, Florence. Alors pour commencer cette émission, en préparant, on disait que tu avais un surnom, c'était FFF. Ouais, quand j'étais plus jeune, c'était pas vraiment un surnom, je pense que c'était un truc, voilà, que beaucoup de jeunes se disaient pour déconner, machin, sauf que, en prenant de l'âge, en prenant du recul, c'était super, c'était terrible de s'appeler comme ça. Bah ouais, FFF, ça voulait dire... Déjà Fatou, fatigué, flingué, c'était une moquerie, c'était un truc, moi, personnellement, j'étais bon public, donc j'en rigolais, mais je sais que ça a pu avoir un mauvais impact sur certaines de mes collègues ou de mes copines ou d'autres filles qui s'appelaient comme ça, et voilà. Mais alors, raconte-nous un petit peu qui tu es et peut-être ta vanne préférée, ton plat préféré. Enfin voilà, si tu devais te raconter en quelques phrases, qu'est-ce que tu dirais? Wow. Je dirais que je suis une jeune fille, quartier populaire, enfance totalement classique en réalité, un père prof, une mère aide-soignante, j'ai un parcours scolaire classique. J'ai eu mon bac à 17 ans, ensuite j'ai fait du sup un peu et j'ai découvert le théâtre à l'âge de 17 ans, j'ai découvert le théâtre à 17 ans, ouais. Et puis, j'en ai fait pendant 4-5 ans. Après, je me suis lancée sur les réseaux, ça a bien fonctionné. Et là, maintenant, je transitionne au mieux dans le cinéma. C'est bien raconté ou pas? Ouais, c'est génial. Et Aubervilliers, là où tu es née, oui. Ça a eu quel impact dans ta trajectoire? En réalité, je pense que l'endroit où on grandit, ça devient un peu notre ADN. C'est-à-dire que moi, je suis... En vrai de vrai, aujourd'hui, en prenant du recul, je me dis, je suis très contente d'avoir grandi là parce que, certes, on n'avait pas les meilleures activités au centre. On finissait pas toujours les programmes scolaires, j'avoue. Bienvenue dans les quartiers de zone d'éducation prioritaire. Mais moi, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que je devais me battre pour réussir. J'ai compris que rien n'était acquis et que c'était pas une fatalité, en fait. J'ai grandi là, mais je vais pas toute ma vie me morfondre dessus. J'ai pas grandi dans le 16e avec un certain confort, mais justement, cet inconfort, je devais m'en servir pour en faire quelque chose de bien. Et ce livre, justement, Trace ta route, il raconte un petit peu ça, l'histoire de on y va, on se donne les ambitions de nos rêves et on y croit et on le fait, quoi. Oui, l'ambition, c'est pas les gens qui prédéfinissent ce que tu dois devenir, c'est toi qui choisis ce que tu vas devenir. Pas avec les mêmes bagages, mais au moins avec ce que tu as, tu fais avec ce que tu as. À partir du moment où dans ton cerveau, tu fais avec ce que tu as, tu regardes pas dans l'assiette des autres, tu vas forcément trouver un truc à faire avec ton bagage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas peut-être né dans les meilleurs endroits, on n'a peut-être pas grandi dans les meilleures conditions sociales, mais on a réussi à faire du peu qu'on avait quelque chose de bien. Je pense qu'on n'avait pas écrit à l'âge de 15 ans ou à l'âge de 16 ans on serait comédien ou peut-être des grands entrepreneurs ou peut-être des gens qui allaient changer ou marquer notre génération. Je pense que c'était pas forcément ça le plan de base. Le plan de base, c'était de faire des métiers stables, des métiers où on allait se retrouver, surtout sortir de nos quartiers et proposer des choses différentes en fait à nos enfants et voilà. Si je te dis école, du coup, le premier mot qui te vient, ce serait quoi? C'est mon père. Mon père était prof. Donc, moi, j'ai vécu l'école de l'intérieur, parce que mon père était prof de maths. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'importance des études. Mais c'est pas que moi. C'est même mes amis qui n'ont pas leurs parents profs. Et on t'a toujours dit que l'école, c'était important, l'école, c'était une chance et qu'il fallait la saisir. Et que surtout, t'as la chance d'être dans un pays où l'école, c'est gratuit, où l'accès à l'éducation est gratuite. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le métier de professeur
Et tout ce qui est un peu autour de l'école, se casse un peu la gueule, tu vois. C'est le sentiment que tu as, que ça j'ai l'impression que ça s'effondre. J'ai l'impression que ça s'effondre, que c'est plus au centre des préoccupations des gens. C'est hyper important parce que s'il y a un truc qu'on pourra jamais t'arracher, c'est ton diplôme. Quel que soit l'endroit où tu iras dans le monde, s'il y a un truc qu'on pourra jamais t'arracher, c'est ton diplôme. Et ça, c'est intéressant que tu portes ça parce que effectivement, c'est pas partout quelque chose qui est accessible, l'éducation. Enfin, tu parles beaucoup de la Guinée dans ton livre et de l'impact que ça a eu quand tu y es allé à l'âge de 13 ans. Je crois que tu aimais bien l'histoire-géographie d'ailleurs. Ouais. On a une petite carte. Est-ce que tu peux aller, on l'inaugure avec toi, gratter la Guinée et le drapeau de la Guinée? Attendez, comment je peux faire ça? Je fais attention à pas gratter le reste. Hein. Ouais. La fille qui veut tout gratter d'un coup. Et le drapeau. Et donc, ton père, il arrive en 1972, toi, tu nais en 95. Ouais. Et tu y vas donc lors de pour tes 13 ans, je crois. Ouais. Et qu'est-ce que ça te provoque, ce voyage en Guinée, justement? Déjà, c'est un lien direct avec la culture de tes parents qui est aussi ta culture, tu vois. Tu comprends automatiquement d'où tu viens, pourquoi tes parents ont immigré, tu comprends aussi qui tu es et du coup, le fait de comprendre ça te permet de commencer à te construire. Ça veut dire que dans ton identité, tu te dis OK. Moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, donc en réalité, je suis française, mais j'ai la peau noire et chez moi, on parle une autre langue. Le malinké, c'est ça? Le malinké, donc comment ça fonctionne? On retourne, on recommence, on fait un petit retour en arrière. Ok, mes parents, ils viennent de là, donc moi aussi, je viens de là, c'est automatique, je viens de là. Et je suis très fière. Donc, le fait que j'ai compris ça m'a permis d'accepter beaucoup de choses. Parce que du coup, moi, je savais que mon héritage, c'était que j'étais afrodescendante, j'étais guinéenne, j'étais musulmane, j'avais grandi en quartier populaire, enfin, tout ça, je l'ai compris. Donc, vu que j'étais en phase avec ce que j'étais, il n'y a rien d'autre qui pouvait me faire peur. Et je savais aussi que j'étais française, que je suis née en France, c'est-à-dire que je peux très bien taper à ma fée, tu vois, le lendemain, bœuf bourguignon, tu vois, c'est mon délire. La vibe, elle est cool, en fait. La vibe de la semaine, elle est cool, en fait. Tu vois, tout est cool. Ouais. Mais c'est chouette de pouvoir jongler avec ces identités sans enfermer, en fait, dans une identité ou une autre. Enfin, ça s'oppose pas. Non. Je pense que c'est les gens aujourd'hui qui essayent de nourrir des complexes qui n'ont pas lieu d'être, qui essayent de donner des petits points comme ça. Toi, t'es un bon français, toi, t'es un mauvais français, toi, tu devrais pas être français, toi, tu devrais être français. Je pars du principe à partir du moment où on est né dans un pays, on grandit dans un pays, on fait partie du décor de ce pays. Et d'ailleurs, on est de ce pays. Moi, je connais il y a sûrement plein d'Italiens ou plein d'Espagnols qui sont nés en France, qui ont grandi en France, et du coup, qui automatiquement se revendiquent français, puisque c'est leur culture prédominante. C'est la première langue qu'ils parlent, c'est la première nourriture qu'ils mangent, ils vont à cette école-là, donc pour eux, ils sont français d'origine. Et c'est pareil quand t'es noir, c'est pareil quand t'es arabe, c'est pareil quand tu viens d'Asie, c'est pareil quand tu viens d'ailleurs. Tout va bien. Je suis française, comme toi, comme plein de gens qui sont dans cet espace avec nous, et tout va bien. Et je pense qu'il faut arrêter de diviser la société. On a des vrais problèmes aujourd'hui. On a l'hôpital qui tombe en lambeaux, on a l'école qui tombe en lambeaux, et du coup, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations d'après? On a des conditions climatiques qui sont folles. Enfin, les gens suffoquent, les gens ont du mal à terminer les fins de mois, sont très mal payés. Enfin, les gens sont hyper malheureux. Comment on fait, en fait? Et c'est pas parce que tu vas mieux contrôler les frontières que la bonne dame qui est dans la Creuse et qui est agricultrice va mieux gagner sa vie. Ça, c'est absolument faux. Tu vois? Ce qui est vrai, c'est que si toi, tu fais des lois pour leur permettre d'avoir des conditions de travail plus stables, si tu fais des lois qui permettent de réguler à ton échelle les questions climatiques, etc., oui, ça va les aider. Mais c'est pas parce que tu bloques X ou Y personnes à la frontière qu'il y aura un souci. En fait, ne déplacez pas le problème. Le problème, il est déjà là. Le problème, c'est que les Français souffrent. Et les Français souffrent de vrais problèmes palpables. Ne jouez pas avec la peur des gens, ne jouez pas avec l'inconnu. Tout ça sert à rien. Trouve-moi une solution pour l'école, trouve-moi une solution pour les hôpitaux. Comment tu vas faire avec les lits manquants? Comment tu vas faire là avec les questions climatiques? Il fait chaud, il fait froid, les gens sont en galère, on est dans des économies hyper capitalistes. En fait, comment on fait pour au moins essayer de sortir un peu la tête de l'eau?
Et justement, enfin, le propos de cette émission, c'est justement d'essayer de dialoguer autour du sujet de l'école et de réinventer cette école au même titre qu'il faudrait faire la même chose pour l'hôpital. Enfin, je suis complètement d'accord. C'est deux services publics qui ont besoin qu'on réfléchisse. Soit tu as une maman aide-soignante, un papa qui était enseignant. Donc, tu as été vraiment élevé finalement par deux piliers, la santé et l'éducation. Alors, quand tu étais petite, je crois que tu avais un goûter que tu adorais. C'était la petite brique de jus. Toujours. Et alors là, tu as le choix. Soit le petit brioche. Je crois que c'était ce que t'aimais. La brioche. C'était mon goûter. Sinon, on a des cookies maison. Non, j'étais pas trop dans ça. Moi, j'étais dans les brioches. C'était mon goûter sûr. C'était ton goûter sûr. Mais j'étais terrible. Parce que je mangeais ça le matin. C'est ce que je faisais. Ma mère, elle voulait me tuer à chaque fois. Ma mère, elle mettait le goûter le matin, tu vois. Et elle me disait, tu le manges pas à 10h. C'est le goûter de 16h. Moi, je disais, ouais, t'inquiète. Et moi, j'étais une grande gourmande. Donc, je mangeais à 10h. Et à 16h, je me rendais compte que j'étais en galère. Et j'allais mettre en dessous d'un arbre et je pleurais. Oh non! Et donc, du coup, ils appellent ma mère pour dire, mais madame, votre fille, elle a pas de goûter, c'est chaud. Ma mère, elle dit, quoi? C'est arnaque! La pauvre! Ma mère, elle dit, quoi? Et je me rends compte, en prenant de là, je dis, pardon, maman, je suis désolée si je t'ai affichée comme ça, mais les pauvres gens ont dû se dire, la petite, elle est maltraitée, elle a faim. Est-ce qu'elle mange chez elle? Et ma mère, elle me regarde en mode, je vais t'étrangler, je vais te tuer, vous me faire passer pour une mère qui maltraite, alors que la pauvre, il y avait tellement de goûter chez moi, sauf qu'on mangeait tout le week-end. On se comportait comme s'il n'y avait pas de semaine. On était fous. On était tellement inconscients. Toi, t'as des frères et sœurs, non? Ouais, j'ai une grande sœur, un petit frère, avec qui je suis souvent. Et voilà, une neveu et nièce. Everything is good. Le bon goûter. Ah, vraiment 16h. Quand je mange ça, je pense à qui? Non. Madame Parr, c'est ma maîtresse de CP. Pas très sympa. Ah ouais? Ouais, elle jetait nos super dessins à la poubelle et tout. En plus, on faisait avec le cœur, tu vois. Bah oui. Elle était trop méchante, elle. Bon alors? Il y avait une prof au collège que j'adorais, Madame Jouve. Et pourquoi tu l'aimais? Elle aimait vraiment son métier, malgré qu'elle était dans des conditions difficiles. Et on apprenait vraiment des choses. C'est-à-dire que elle t'apprenait ton métier sans distinction de couleur, sans distinction de ce que tu veux. La nana, elle venait, c'était prof d'histoire géo, et elle m'a fait me passionner pour l'histoire géo. Et ton père, prof de maths, quand même, il a pas réussi à te faire aimer les maths? Non, le pauvre. Non. Le pauvre monsieur. Fallait bien que ça foire quelque part. C'était moi. Je suis sûre qu'il est fier de toi, non? J'espère. Ouais. Franchement, j'espère. Hein. Parce qu'il disait, mais créateur de contenu, c'est pas un métier, ça. Ah non, mon père est devenu fou. Mon père est devenu fou. Il a vu toute sa vie s'effondrer. Il s'est dit, mais attends. Moi, j'ai pas souffert pour que ma fille fasse clown. Moi, j'ai pas souffert. Pour toi, tu dois être avocate. En fait, dans le plan, la manière dont c'est structuré, tu dois être avocate. Me fatigue pas. Va faire du droit. Va faire quelque chose. En fait, va me faire un métier. Laisse tomber. Aujourd'hui, Internet, vous voulez comme ça, c'est bien structuré. Les gens ont des boîtes. Ça gaze et tout. Mais 2015-2016, c'était pas comme ça. Hein. C'était... Prenez des risques forts. Ah oui. Mais qu'est-ce que t'as dit à ton père pour le convaincre, en fait, en vrai? Je lui ai rien dit, j'ai envoyé ma mère. Ah oui, c'est sa femme. Tu parles un peu avec ton mari, sur lui des trucs à l'oreille, j'en sais rien, moi. Mais reviens avec une bonne nouvelle. Et ta mère, elle était convaincante, visiblement? Ah, fort, parce que c'est la première personne que j'ai convaincue. Ouais. Ma mère, je lui dis, écoute, maman, je sais que t'es pas pour. Mais tu vois, une mère, ça reste une mère. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, une mère, c'est toujours la première personne que tu vas convaincre. Parce que la mère, elle a ce truc avec son enfant, cette connexion avec son enfant que personne peut comprendre. À mon grand âge, quand je fais ça, ma mère, elle accepte encore. Alors que je suis une vieille, tu vois. Ça y est, là, normalement, ça y est. Elle doit plus s'aider. Elle doit se dire, bon, tu payes des factures, tu payes les impôts, toi et moi, on a des choses qu'on a plus se dire. Mais non. C'est toujours best friend. Mais j'ai fait une promesse à mes parents. Attention, je leur ai dit, papa, maman, j'essaye. Si ça ne fonctionne pas, je vous promets que je me réinscris à l'école et je pousse les études et je deviens avocate, juge d'instruction, présidente. Tu choisis. On a serré la main. Moi, j'ai qu'une parole. Mes parents, ils savent que moi, j'ai qu'une parole. Ouais. Donc, mon père était comme ça. Inch'Allah, ça marche pas. J'espère que ça va pas fonctionner. Parce que là, le plan de l'avocat, là, doit pas tomber à l'eau. Ouais. Quoi? Non, ça a explosé. Mon père, il a dit non, c'est pas possible. La poisse. Le moment où je dis à mon père, bon papa, c'était juste avant le Covid, mon père était très malade. J'ai à mon père, je dis, bon papa, là, je veux rentrer dans le ciné. Si ça fonctionne pas, j'arrête.
Les blagues sur Internet, c'est cool, j'aime. Mais moi, mon délire, c'est le cinéma. Mon père, il m'a dit quoi? Mais très bien, le pari reprend, mais il n'y a pas de souci, ma fille. Boum, juin, j'ai eu mes 2 premiers rôles. Le pauvre monsieur. Il était dégoûté, mais bon, après, il a accepté. Il s'est dit, bon, je pense que c'est ton destin. À un moment donné, faut accepter. Quand les choses, elles viennent à toi comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu seras pas avocate, quoi. Ouais. C'est dommage. Et du coup, la définition de la réussite pour toi, parce que c'est vrai qu'on a toujours des visions de la réussite un peu normées. Enfin, tes parents, ils voulaient que tu sois avocate. Enfin, c'est ça leur définition de la réussite. Toi, ta définition de la réussite, c'est quoi finalement? C'est à plusieurs niveaux. Hein. Te réveiller tous les matins, être heureux, faire un métier que t'aimes, gagner ta vie, être indépendant. Et le soir, quand tu dors, tu rêves que tu sautes sur des nuages. Ça veut dire que t'es peaceful. Tu vois, tu voles personne, t'arnaques personne, tu triches pas, tu voles le mari de personne, tu voles la femme de personne, tu dors très bien. Tu payes les impôts, ça c'est obligé, parce que même quand on paye pas eux, de toute façon, même dans les rêves, ils viennent nous chercher, donc laisse tomber. Ça, c'est le premier truc à accomplir carrément, les impôts. L'inspecteur des impôts qui arrive sur ton nuage. Non, c'est sûr que ça casse le rêve, là. Mais ils m'ont traumatisé, eux. Je me dis, mais la France, c'est pas facile. Je me suis dit, bon, ça finance normalement l'école, les hôpitaux, c'est là que j'ai eu la surprise. Ouais. Et alors, l'école, si c'était une punchline, ce serait quoi? Trace ta route. Ah. Parce que pour le coup, à l'école, tu traces tellement ta route. T'as 2 solutions. Soit tu viens, t'étudies et t'essayes de faire quelque chose de bien avec ce qu'on t'apprend. Soit tu viens, tu vois, tu regardes ce qui se passe un peu, si c'est cool, ok, si c'est pas cool, non. Et en fait, dans tous les cas, à l'école, t'as un moyen de rebondir. T'es pas fort dans la pratique, dans la théorie, tu seras fort dans la pratique. T'as des super entrepreneurs aujourd'hui qui sortent de cursus professionnels. Oui, toi, t'as fait un BTS et après un master en marketing. Ouais, voilà. Et qu'on valorise pas, tu vois. Parce que quand on était plus jeune, on nous disait que voilà, aller en école professionnelle, c'est un truc de raté, etc. Mais pourquoi en quartier populaire, on a cette vision de l'école professionnelle? Ouais, parce qu'en fait, on envoyait tous les cassos là-bas. L'élève que t'aimes pas, tu l'envoies en pro et il va rien se passer parce que c'est un peu les oubliés, tu vois. Il va rien se passer, personne va venir te poser de questions. Tu vois, à l'époque, tu allais voir la conseillère d'orientation, tu te disais, moi, je sais pas, t'avais des grands rêves, elle te disait, non, ma belle, tu vois, bac arcu, c'est super. Bah non, je vais faire d'autres choses, tu vois, j'ai envie d'être scientifique, je sais pas, moi, genre, j'ai envie de faire des trucs, en fait. Donc ça aussi, ça a dégoûté, tu vois, beaucoup de gens de l'école. L'école, ça a construit des rêves, mais ça en a brisé aussi beaucoup, tu vois, malheureusement. Alors que justement, le but, c'est que l'école, ça permette de réaliser ses rêves, pas que ça les empêche, en fait. Enfin, grave. C'est ça, le sujet. L'école, c'est le premier lieu où tu es censé te sentir bien parce que tu apprends des choses. En fait, l'école, c'est que de la transmission. Et toi, t'es une éponge quand t'arrives à l'école. Donc, t'es en mode t'aspires. Mais il y a un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que faut que quand t'arrives à l'école te valorise aussi. Te dise que t'as un potentiel, que tu es capable de faire des choses et que tu es capable de te dépasser. Bien sûr. Ouais. Tu vois. On a une question, alors, est-ce qu'on peut la lancer? Éducation guinéenne, une éducation mondiale, il a ambition, Yemundedi, à la cour, merci. De rien. Bon, ce qu'elle me demande, c'est, elle me dit, voilà, toi aujourd'hui, comment tu peux faire avancer l'école en Guinée et dans le monde, et en vrai, quelles sont tes idées, quelles sont tes ambitions, à quoi tu penses pour rendre ça meilleur que ça ne l'est aujourd'hui ou moins pire que ça ne l'est aujourd'hui. Ou est-ce que j'aimerais, c'est que les enfants, tu vois, en Guinée, ils aient accès à l'école, parce que t'as plein de petits hyper intelligents là-bas. Genre vraiment des têtes de classe. Et soit ils sont pas dans la bonne école, donc ils sont dans un service public, ou ils sont beaucoup dans la classe, où c'est compliqué, etc. Et soit ils y vont pas du tout. Et c'est crazy, donc ils se retrouvent à faire des métiers, même si... Et ça, c'est quand ils trouvent du travail. Et puis au pire des cas, bah, ils se retrouvent à immigrer dans des pays qui sont hors de chez eux. C'est pas facile, l'immigration. Oui, bien sûr. C'est un truc qui est très difficile. Hein. Tu laisses ta famille, tu laisses tes amis, tu laisses tout ce que tu as toujours connu, en fait, pour l'inconnu, pour une culture que tu connais pas, pour des gens que tu connais pas, pour une langue que tu dois maîtriser en très peu de temps parce que tu dois t'intégrer très vite et travailler très vite. C'est super dur. C'est pour ça que je respecte beaucoup mes parents et même tous les immigrés. Parce que c'est très dur d'immigrer d'un pays. Et moi, je le vois, c'est bête, hein. Mais tu vois, quand tu vas en vacances dans un pays, t'es pressé de rentrer chez toi. T'es pressé de rentrer chez toi parce que ta petite baguette le matin, elle te manque, parce que t'as tes petites habitudes, parce que voilà. Donc je me dis qu'il y a des gens qui abandonnent tout ça pour aller ailleurs. C'est pas forcément un choix. Et ils arrivent, et toute la journée on les bassine avec ça. Tu devrais rentrer chez toi, tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas bien ci, tu fais pas bien ça. C'est crazy. Et en fait, ces gens-là, ils font quoi? Ils viennent travailler.
ils viennent offrir une vie meilleure à leurs enfants, ils font en sorte que leurs enfants puissent aller à l'école tout le temps, etc., tu vois. Donc en fait, tu te dis, alors est-ce qu'on ne devrait pas améliorer les choses de la base pour éviter certains discours, certains propos? Comment on fait? Eh ben, comment on fait? C'est qu'on donne l'accès à l'école à ces enfants, on les permet d'étudier, on leur permet d'apprendre des choses, on leur permet d'être la meilleure version d'eux-mêmes, on leur permet d'avoir le plus de choses dans leur bagage possible. Mais au moins, t'as des choses, quoi. Mais justement, souvent en France, on a un peu tendance à cracher dans la soupe, c'est-à-dire à plus se rendre compte à quel point on a la chance de pouvoir scolariser tous les enfants du pays. Enfin, on a 12 millions d'enfants qui vont à l'école. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. En fait, on l'a normalisé. On l'a pas banalisé, on l'a normalisé parce que... Et c'est pas le cas ailleurs. Enfin, il y a plein de pays, comme tu le dis, effectivement en Guinée ou ailleurs, où l'ensemble des enfants du pays n'ont pas la chance, en fait, d'aller à l'école. Bien sûr. Et ça, mesurer cette chance-là et ne pas la perdre, en fait, ne pas considérer comme acquis quelque chose qui ne l'est pas, c'est-à-dire on peut perdre cet acquis. Et effectivement, on est encore dans un système public qui scolarise la majorité des enfants de ce pays. Oui. Et dans plein d'autres pays, on est sur des systèmes à plusieurs vitesses, avec une sélection par l'argent, et on n'est plus du tout sur un modèle d'émancipation accessible à tous les enfants d'un pays. Non. Quoi. En France, on a quand même beaucoup de chansons. Sur beaucoup de choses, on est des râleurs, on est ce que tu veux, mais sur beaucoup de choses, on est très bien lotis. Et ça, faut pas l'oublier. Il y a plein de choses qu'on normalise, mais sors de ton pays, va faire un tour ailleurs et reviens. Il y a des choses super en dehors de la France. Moi, il y a des pays, il y a des lieux que j'ai adorés, que je trouve sont en avance sur nous. Que ce soit sur les mentalités, sur la façon de travailler, même sur l'école. Ils sont en avance sur nous, sur la sécurité, sur plein de choses. Ils sont en avance sur nous. Mais il y a d'autres endroits où c'est chaud. Et c'est pas qu'en Afrique ou au Maghreb. Non, bien sûr. Tu vois, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du bon, il y a du mauvais partout. Et le fait que, quand ton enfant a 3 ans, tu puisses l'inscrire à la maternelle, les gens prennent ça pour un geste banal. Mais c'est déjà bien, en fait. Quand ton fils ou ta fille va grandir, à 6 ans, il va s'intégrer en société, dans une classe avec des gens qui sont peut-être différents de lui, qui ont peut-être pas la même éducation que lui, et il va apprendre à cohabiter avec eux pendant 1 an. Et ça, ce que tu dis, c'est très important. Et là aussi, on est en train de le perdre parfois. C'est-à-dire l'idée que l'école, c'est pas juste pour t'émanciper toi, mais c'est pour apprendre à grandir ensemble avec des gens différents. Oui. C'est un peu la seule étape de vie où tu peux grandir avec des gens de culture, d'origine sociale différente. Oui. Et apprendre à grandir ensemble, c'est apprendre à faire société ensemble, finalement. Oui. Et ça, c'est le début de la société quand t'es petit, l'école. Complètement. Et t'as pas d'autre étape de vie commune à tous les enfants d'un pays. Il y a que l'école, en fait, aujourd'hui, dans un pays comme la France. Et moi, je trouve ça ouf que l'école soit en train de s'effondrer comme ça et qu'on laisse l'école s'effondrer parce que... Le but, c'est pas de la laisser s'effondrer. Non, parce que c'est de se mobiliser, toi, nous, tu vois, et que l'ensemble des acteurs de la société civile, des gens influents, remettent ce sujet-là au cœur du débat public et qu'on se dise collectivement, non, on a envie d'avoir une école qui marche, une école qui émancipe nos gosses et dans laquelle on est fiers de pouvoir mettre tous les enfants de ce pays. On a envie de ça, on est fiers de ça et on veut protéger ça. De même qu'on veut protéger l'hôpital public parce que c'est un soin apporté à l'ensemble des citoyens du pays. Enfin, il faut pas attendre, c'est Mandela qui disait ça, de perdre quelque chose pour se battre pour, en fait. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas attendre de perdre définitivement l'école publique, l'hôpital public pour se battre, en fait. Enfin, je pense que c'est maintenant. Moi, je pense qu'il faut repenser l'école. Alors comment, justement ? Il faut repenser l'école parce qu'aujourd'hui, on est face à des générations qui sont différentes, qui sont face à des nouvelles choses, les réseaux sociaux, la télévision, il y a beaucoup plus d'accessibilité à beaucoup de choses. C'est différent. Et il faut que les enfants, en même temps qu'ils sont à l'école, ils découvrent qu'en dehors de l'école, il se passe des choses aussi superbes et que l'école, c'est la base de ça. Tu vois, que les profs, ils soient moins surchargés, que la charge mentale des profs, elle soit prise en compte parce que c'est pas facile d'être prof aujourd'hui. C'est une génération qui est tiraillée entre beaucoup de choses. Hein. Parce que moi, je suis née en 90, ma petite cousine qui est née en 2005, parfois on se comprend pas toujours, tu vois, pourtant on a 10 ans d'écart. C'est pas non plus la mer à boire. Alors que, tu vois, par exemple, mon mari, il est né en 89, c'est pas si loin que ça parce que je suis née en 95, mais quand même. Le mec, il a 6 ans de plus, tu vois. Donc, il a dû vivre des choses que j'ai pas vécues. Et pourtant, on se comprend très très bien parce qu'on a des bases en commun. Et je trouve que, tu vois, les générations, plus elles passent, plus ça avance, moins on a de bases en commun. Et pour moi, cette base, elle doit rester l'école. On doit continuer à apprendre à peu près les mêmes choses que ce qu'on a appris pour qu'on puisse continuer à avoir des échanges. Un référentiel commun. Référentiel commun, en fait. Et même, les petits, aujourd'hui, si tu vois qu'ils veulent plus étudier, faut rendre le truc plus ludique. Et alors, si tu devais modeler, avec de la pâte à modeler, ou dessiner l'école dont tu rêves, donc tu choisirais quoi déjà ? Dessiner ou modeler ? Non, je suis pas bonne en dessin.
Désolé, monsieur Kérourédan, paix à ton âme, mais j'étais pas forte en art plastique. Modeler? Allez, modeler, je suis nulle dans les deux, mais c'est pas grave. Moi, je t'aiderai. On va essayer de prendre le meilleur. Alors, si on devait modeler, une évolution, ça peut être... Alors, Qu'est-ce qu'on ferait? on ferait déjà une école plus moderne, avec des superbes baies vitrées. Tu vois? Ok. Un truc un peu à l'américaine où les petits, tu vois, les petits... En fait, les enfants, ils aiment trop se sentir excellents, différents et tout. Donc, faut leur mettre la disquette jusqu'au bout, jusqu'à la manière dont l'école, elle paraît devant le petit. Ils se disent, mais maman, mais tu rigoles ou quoi, mon école? Mais c'est les States. Ou c'est Singapour. Ou c'est, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un vaisseau spatial. C'est trop bien. Les profs, ils sont cool. Ils parlent avec les enfants. Ils sont pas là forcément pour les... Ils sont là pour les éduquer, mais il faut que ce soit moins dur qu'avant, tu vois. Faut que ce soit... En fait, il faut que le petit... Comment je peux modeler une porte? Ah, c'est une porte que tu veux faire? Attends, je t'aide. Une porte, ça veut dire une porte... Attends. Qui s'ouvre, justement, enfin, qui montre... Non, elle s'ouvre pas, tu la touches pas, la porte. T'arrives devant, c'est ouvert. Ah, justement. T'as le petit surveillant qui est derrière. Mignon garçon. Ah, tu fais le casting des... Et bien sûr, en tant que parent aussi, même si on arrive le matin avec des gaines fatiguées, tu vois, faut quand même qu'on se dise, là, c'est sympa. Mon enfant va passer une bonne journée aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que l'accueil, c'est important. Non, mais l'accueil, c'est super important. Très important. Non, mais sérieux. Bonjour, le sourire. Bonjour, le sourire. Déjà, un enfant, s'il arrive à l'école, et la première personne qu'il croise, elle lui fait des sourires, elle lui dit bonjour. En fait, elle le met dans un mood où le petit, il est heureux. Donc, même si on lui apprend des trucs de fou, il va dire, mais c'est super, ce matin, moi, j'ai croisé Mamadou, là, il m'a fait rire, laisse tomber, c'était trop bien. Mais attends, j'ai croisé Dorine, elle m'a fait rire, c'était trop bien. En fait, les enfants, faut les brancher. C'est de lâcher bran en continu. Et oui, c'est pour ça que dans les anniversaires, on se déguise en gros canard, gros truc. Mais c'est ça. On les blague jusqu'au bout. On n'a pas le choix. Donc un gros canard à l'entrée de l'école, c'est ça? Mais je te jure, le petit, faut qu'il se dise apprendre, c'est trop bien. En fait, l'enfant, quand il pense à l'école, il se dise il y a une grosse porte là-bas quand t'arrives devant mon école. Quand il te raconte son école, ils disent maman, devant mon école, il y a une grosse porte. Et en plus, t'as même pas besoin de la pousser, elle s'ouvre seule. Et en plus de ça, il y a Mamadou et Dorine là qui m'attendent, les deux surveillants, c'est mes potes. On fait les devoirs ensemble et je comprends tout. Du coup, facteur X de facteur non, lui-même va t'expliquer le cours, tu vas répéter les mots. Une porte ouverte alors, ok. Eh oui, une belle porte comme ça, tu vois. Et bien sûr, avant que ton enfant il quitte l'école, il quitte la maison, tu lui dis les fondamentaux, on bavarde pas, tu sais qu'il va bavarder, mais tu lui dis quand même. Tu lui dis on bavarde pas, on est gentil, on est poli, on apprend un maximum de choses. Et puis à la fin, tu me débriefes ta journée. Et une règle que t'aimerais changer à l'école, une règle qui t'a saoulée quand t'étais petite? Moi, j'avais des parents un peu durs, hein, un peu méchants et tout. Avec l'école, t'avais pas le droit de te plaindre de l'école. Moi, quand j'étais petite, donc on te laissait pas trop le choix, quoi. C'est-à-dire qu'on te disait, c'est super déjà que t'es à l'école. T'as beaucoup de chance d'aller à l'école. Tu te rends pas compte, mais c'est trop bien. Telle personne aurait aimé être à ta place, telle personne aurait aimé être à ta place. Donc en réalité, ça c'est ma porte, mais ne jugez pas ma porte. Elle est trop belle, ta porte. C'est ça. Mais c'est l'imaginaire, en fait. Exactement. La porte est cassée, donc je dépose ma porte. Je répare la porte. Bob le bricoleur, Bob le bricoleur. La porte bug, mais elle est là. On dit si les portes sont fermées, il faut passer par la fenêtre. Toi, t'es un peu ça. J'ai déjà créé une fenêtre. Ouais. Et vous voyez comment je suis rapide. Je sais que tout peut se gâter, donc j'ai dit, mon petit, si la porte, elle s'ouvre pas, ça, c'est la fenêtre. Tu sautes seulement. Non, et quand on parle justement des enjeux pas très fun, enfin du harcèlement scolaire, t'as un gosse sur 4 quand même qui est en situation de stress ou d'anxiété, t'as 10-15% d'enfants qui sont victimes de harcèlement. Il y a un vrai sujet d'équilibre mental et de manque d'empathie à l'école. Toi, tu disais dans ton livre, il faut enseigner l'empathie aux garçons, notamment. En réalité, je reviendrai dessus. Tu vois, c'est important d'écrire. Parce que parfois, tu reviens sur ce que dis. Je pense qu'il faut enseigner l'empathie à tout le monde. Et c'est pour ça que je te parle de santé. C'est-à-dire que le professeur, quand il arrive à l'école, s'il est dans une classe où il a 34 enfants à gérer, est-ce que tu penses qu'il va voir que là-bas, au 2e rang, il y a un cas de harcèlement, là-bas, au 4e rang, il y a un cas de harcèlement, là-bas, il va pas le voir. Il est trop occupé à apprendre à tout le monde à lire, à apprendre à tout le monde à écrire. Il est trop occupé à essayer de finir le programme scolaire. Sans compter que le mec, il continue à faire des grèves parce qu'il est sous-payé et parce que c'est chaud. En fait, comment il fait? Tu vois? Donc, c'est pour ça que
il faut à chaque fois, et moi c'est un truc que j'adore, c'est que maintenant il y a une vibe réseaux sociaux, genre avant chaque rentrée scolaire, les parents disent, moi, avant que mon enfant sorte de la maison, je lui ai dit de ne pas harceler, de ne pas mal parler, de ne pas frapper, en gros, un bon comportement. Et que si lui, il était harcelé, j'allais régler ça. Si c'était le harceleur, il allait me sentir passer. Il y a des petits mots comme ça qui circulent et tout le monde les repartage et je trouve ça cool parce que les parents commencent à sensibiliser. Mais le harcèlement, c'est terrible, hein. Toi, tu l'as vécu sur le cyberharcèlement, plutôt. Oui, moi je l'ai vécu là-bas, mais bon, comme moi je suis très très bien entourée, ça a duré quelques jours. T'as pas souffert de ça Sur le coup, t'es surpris parce que t'es pas habitué, c'est trop de haine d'un coup. Du coup, tu te dis, ouais, j'ai pas tué vos mères, j'ai pas volé votre argent, attendez les gars, à quoi? Je ne suis pas à l'origine de la loi des retraites, je comprends pas votre colère, je ne comprends pas votre animosité, calmez-vous. Et en fait... il y a plein de choses derrière tout ça. Il y a la haine sur le moment, il y a aussi de la jalousie, il y a le fait de taper sur quelqu'un parce que c'est facile, on ne te voit pas assez sur Internet, etc. Sauf que, en fait, il faut faire des lois pour ça. Pour que les gens ne fassent plus rien de façon impunie. Qu'ils se disent pas, moi, demain, si je veux insulter Fatou sur Internet, je peux le faire et il va rien se passer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup maintenant les plateformes, parce qu'elles ont mis ça en place. Si tu insultes trop, on peut te trouver. Puis quand on te trouve, c'est pas marrant. Parce qu'ils n'ont pas la même façon de parler quand tu les attrapes. Non, mais c'est parce que sur l'instant T... Non, c'est grave ce que tu m'as dit, tu m'as blessé. Amende. La prochaine fois, tu vas aller réfléchir un peu. Mais ouais, j'étais cyberharcelée. Moi, j'avoue, j'étais un peu triste au début parce que quand t'as pas l'habitude d'envoyer de la haine, t'es pas habitué à en recevoir. Donc c'est un peu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Qu'est-ce que je fais, en fait? Et puis après, tu t'habitues parce que c'est la routine quand t'es connu, mais... c'est pas normal, quoi. Non, c'est pas normal de s'habituer à ça. C'est pas normal, on s'habitue pas à la haine, on s'habitue pas à la colère, tu vois. Mais moi, à partir du moment où j'ai vu les ministres se clasher sur Twitter, je suis allée dormir. J'ai dit, mais en réalité, les figures de l'État se terminent comme ça sur Twitter, en commentaire, aucune peine pour personne. Ça envoie des textes argumentés, mais c'est des punchlines, tu sous-titres ça, c'est terrible. Tu te dis, mais en fait, attends, si eux, ils le font... Quand t'allumes la télé, tu vois que toute la journée, ça insulte sous couvert d'humour, sous couvert d'informations, sous couvert de... En fait, l'enfant qui te regarde, qu'est-ce qu'il va se dire? Mais en fait, c'est normal, ça. C'est ça le problème, c'est qu'on rentre dans une ère du clash et moi ça me perturbe beaucoup parce qu'effectivement ça veut dire qu'on s'autorise plus à réfléchir, à dialoguer, à pas être d'accord parce qu'en fait on a le droit de pas être d'accord. Mais la question c'est de se le dire de manière à peu près posée et de dialoguer en paix. Et ça on n'est plus du tout dans cette ère-là. Non, on n'est plus trop dans cette ère-là parce que les gens ne savent plus parler. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à l'école, apprendre à dialoguer, à avoir les arguments. Ouais, l'art de la parole. Bah oui, et à le faire de manière structurée, apaisée. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait mettre dans l'école de demain. Oui, l'art de la parole. Ouais. Alors, je crois que quand tu étais petite, vous faisiez un truc, c'était... recyclage, on va dire. Ouais. Oh non, on a trop souffert de ça. Non, mais toi, tu crois que t'as des bonbons, tu crois que t'as des gâteaux, t'ouvres le truc. Or, épingle à nourrice. Ou piment. Ou piment, ou du riz, ou de la sauce. T'es trop énervé. De la sauce dans un truc carte d'or, mais quelle méchanceté. Toi, tu te vois en glace, déjà, non, c'est du gombo, truc. Non, mais c'était pas le plan. Je voulais un petit truc sucré, mais t'as rien à dire. Attends, j'ai une option truc sucré, regarde, vas-y. C'est sympa. Il n'y avait pas ça à l'intérieur. Non. Et ça a sauté, tellement qu'ils savent à quel point on a souffert. Mais tu disais, notamment dans ton engagement avec Banlieue Climat, souvent on oppose fin de mois, fin du monde, et tu disais finalement, moi j'ai appris la transition écologique dans ma famille parce qu'on recyclait. Ouais, en fait, tu sais, c'est tellement des gestes pour nous qui sont banals. Pour moi, c'est classique. C'est classique de... T'as ta poubelle qui est pleine, je sais pas. Tu prends un sac de course qui est un peu déchiré, tu jettes tout ce qui a déchiré dedans, tu l'attaches et puis tu jettes, quoi, tu vois. Mais ton sac de course, les sacs de course, oh, laisse. C'est un investissement rentable. Non. On le gardait 10 000 ans, le truc. Il était plus fort que n'importe quel homme. Le mec, il transportait tout. Les courses, ton âme, les déchets, tout, les vêtements, tout. Nous, on était économes, pourquoi? Par manque de moyens. Depuis quelque temps, l'écologie, c'est un truc un peu hype, tu vois. Alors que c'est un truc qui est important, c'est pas un caprice.
C'est que là, il y a la montée des eaux, il y a des îles et des pays côtiers qui sont amenés à disparaître, il y a le réchauffement climatique, c'est anormal. Et ça, par exemple, ça fait partie des sujets, évidemment, qu'on peut apprendre à l'école. Enfin, à penser de manière scientifique, à s'appuyer sur des faits. Mais juste le tri. Et bon, alors, effectivement, le tri, mais pour aller jusqu'à la conscience, en fait, du changement climatique. Aujourd'hui, il y a plein de climato-sceptiques qui veulent remettre en question les faits. Moi, je trouve ça assez fou, en fait, qu'on en arrive à être dans ce monde de la post-vérité. Et alors, j'ai encore un truc à te faire faire. Je suis casse-pied, hein, mais... T'es pas du tout casse-pied, franchement, c'est marrant. En plus, tu m'as mis de la pâte à modeler, tu vois, j'ai réussi dans, c'est horrible. Enfin... Est-ce que tu saurais... J'ai là ton bulletin scolaire. La tête. Lequel Non, allez, c'est toi qui le remplis. Il y en a qui étaient pas fameux. Hein. Déjà, en quelle classe? T'as mis collège. T'es collégienne, allez, je sais pas, 5e, 4e. Bon, j'étais très forte dans les matières un peu genre art plastique, tout ça. J'avais toujours des 16, musique. Bon, ça, c'était un cas classique, c'était la flûte. La prof un peu nous blaguait. Bon, on croyait qu'on allait finir au Conservatoire de Paris, non? T'as fait de la flûte à bec? Bien sûr, flûte à bec. Non, vraiment, on pensait qu'on avait des avenirs dans ça. T'as pas eu d'avenir dans la flûte à bec? Rien du tout. Je me suis fait avoir. Je me voyais en flûtiste? Oui. Mais bon, après, j'ai repensé un peu à mes parents. Je me suis dit non. Non, ça, c'était pas raccord avec la profession d'avocat? Non. Qui va être flûtiste et qui va défendre quelqu'un? T'as tué quelqu'un, je viens faire de la flûte. C'est un serpent ou bien c'est un juge qui est là? Non. Physique, chimie, on va pas maxer la moyenne, hein. La moyenne, quand même? On était entre 9 et 10. Vraiment, ça, c'était quand on se donnait, parce qu'on n'aimait pas trop cette matière. Bon, on va mettre 10. On se jette un peu des fleurs. Final d'histoire, c'est bien fini. EPS, Monsieur Berger. EPS, j'avais mes 14, 15 EPS. Quand elle vient, on met 15, ma chérie, il faut se maxer un peu. SVT, c'était 10 tout rond. Et c'était Dieu est grand. Histoire, j'avais des 15, des 16, parce que j'aimais bien apprendre. Maths, on va mettre 4 pour la beauté du geste. Papa! C'est la beauté du geste. Le 4, c'est vraiment la beauté du geste. Sinon, nous, vraiment, c'était là-bas que... Et ton père, il te donnait pas des cours particuliers? Non, il avait plus de force sur moi. Faut bien qu'il y en ait un sur qui ça échoue. C'était ça. Forme de ma tête, 0. Français, bon, ça va, 12, 13. Quand je voulais pas trop lire, tout ça. Et l'appréciation générale, qu'est-ce qu'il disait de toi? Que j'étais bavarde, mais que j'étais gentille. Et que ça se voyait que j'étais pas au max, mais il me mettait quand même encouragement parce que j'avais un bon comportement, tout ça. J'étais pas la méchante, tu vois. Ok. J'étais gentille. Très mignonne. Bavarde. En gros, ça voulait dire mais sympa au fond. Mais sympa au fond. Inch'Allah, peut-être tu vas réussir. Keep going. Parce que je suis un peu américaine, tu vois. Ouais, keep going. Continue à persévérer, à faire des efforts. Bon, c'est largement la moyenne. T'as eu ton bac haut la main. Haut la main. Ne soyons pas trop... Je crois, j'ai eu quoi, 11 ou 12? Bon, c'est honorable. En tout cas, cet été-là, c'était un des meilleurs étés. Qu'est-ce que j'ai gazé. Qu'est-ce que t'as fait quand t'as eu ton bac? Pardon, on m'a donné 1 000 € cash. Ah bon? J'étais Crésus. Mais qui c'est qui t'a donné 1 000 €? Ma mère, bien sûr. Ah bon? Ouais, la vie était trop belle. Alors, qu'est-ce que t'as fait de ces 1 000 € de ton bac? Malheureusement, je n'avais aucune éducation financière à ce moment-là. J'ai tout claqué dans les vêtements, les restos. Je me prenais pour Crésus. Je me voyais en Bill Gates. Je me voyais en Mark Zuckerberg. Je croyais que j'avais inventé un truc de fou. J'avais que 1 000 €. Waouh! J'ai escroqué un peu mon père. Pour rajouter quoi? 100 € de plus ou? 300, bien sûr. Non, 100 €, on l'escroque plus à ce niveau-là. T'avais quand même le sens du business, hein? On l'escroque plus à ce niveau-là. C'était plus... Non, mais 100 €, ça, c'est des yeux doux. C'était 300, c'était l'escroquerie max. Ça, c'était l'escroquerie pro max, les 300. Et alors, je crois que t'étais une grande fan d'un truc improbable. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est? Mais bien sûr, les carnets d'Idol, en fait. Et tu faisais la collecte aussi? Bah oui, j'aimais trop d'Idol, Didlina. Et donc là, on a une collègue quand même qui nous a prêté son petit album d'Idol pour toi. Mais c'est une vraie. Elle était dans les vraies choses. Elle avait le sens des réalités. Tu vois, cette fille, elle a bien fini. Et alors, si tu devais écrire à toi petite, quand t'avais l'âge de faire la collection d'Idol, hein, tu lui dirais quoi à Fatou? J'ai tellement de choses à lui dire. Moi, déjà, j'aimais trop rigoler. Hein, donc, Ça va, ça n'a pas changé. Ouais. J'aimais trop faire des blagues. Donc, je lui dirais qu'il faut pas s'inquiéter, qu'il faut être patiente et que tout vient à point nommé. Qu'elle est très belle, qu'elle est très gentille, qu'elle est intelligente, qu'elle en vaut la peine, en fait.
qu'elle en vaut la peine et que là, ce qu'elle est en train de faire tout de suite, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est très bien et c'est ce qu'on attend d'elle. Voilà ce que je lui dirais. C'est bon, je me suis dit, je peux garder juste la feuille d'idole. Ça, juste pour moi, c'est un remember. Voilà, tu peux le garder en cadeau. Comment je vais me la péter? Et comment parle ça? Girl, sorry. Et t'as vu que j'ai choisi un Diddle spécial qui se regarde dans le... Mais bien sûr. Oh, Didlina, ma chérie, on a souffert des... Bien te ranger dans mes affaires là-bas dès que je vais rentrer à la maison. Je t'ai plié, je sais d'habitude on vous plie pas, mais j'ai pas le choix. Alors on arrive bientôt à la fin de cette émission. J'ai une petite interro finale. Est-ce que t'es prête? J'aime pas trop les contrôles surprises, mais je sens que j'ai pas le choix. Donc on y va. LOL qui ressort, saison 3 avec Pierre Ninet ou saison 5 avec Muriel Robin? Muriel, pardon. Pierre Ninet. Ah Pierre Ninet. Tiakola ou Aya Nakamura? Mais non. En fait, Aya, c'est plus que de la musique. Aya, c'est la pop culture. Aya, c'est... En tant que moi, en tant que femme noire, c'est quelque chose de fort, Aya, tu vois. C'est plus que du son. Tu vois, quand tu soutiens Aya, tu soutiens pas que sa musique, tu soutiens ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Tu soutiens toutes les fois où elle s'est fait harceler, toutes les fois où elle a été violentée par les médias, par les gens. En fait, tu soutiens plus que de la musique, en fait. Tu soutiens la culture, tu vois. Tiakola, il est fort. Pour moi, c'est l'ovni de sa génération, tu vois. Il fait partie des ovnis de sa génération et il est vraiment en train de marquer ça. Là, il fait de la mélo. Moi, j'ai l'impression d'entendre de la mélo partout. Donc moi, pour moi, les deux ont apporté quelque chose de différent, de bien. Mais Aya, c'est le symbole. Fodé Barro ou Edith Piaf? Non, Fodé Barro, c'est tonton. Mais Edith Piaf, j'ai commencé à aimer Marion Cotillard après qu'elle ait fait Edith Piaf. Parce que je trouve que elle a tellement bien su l'incarner. Et c'était joué avec une telle finesse, une telle intelligence. C'était trop beau à voir. Donc c'est un film que je pourrais revoir et revoir et revoir. Mais Fodé Barro, c'est mon enfance. Tu confrontes mes deux cultures et je te dirais Joker. Parce que je suis une lâche. Beyoncé ou Rihanna? C'est pas possible. Mais tu sais que tu peux créer des guerres mondiales, toi. Arrête, hein. Non, tu vas me dire ton père ou ta mère? Attends. Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé est née le même jour que moi, elle est née le 4 septembre. Donc on a un point commun fort. Mais Rihanna, je trouve que c'est la meilleure pote riche que t'aimerais avoir. Genre, tu vois, toi, t'es pauvre, mais tu kiffes ses Hermès. Et en plus, elle est trop marrante, elle t'invite toujours dans les ambiances. Toi, avec elle, parce qu'elle te kiffe, tu vois. Beyoncé, c'est I'm a diva, en fait. Beyoncé, c'est une artiste complète. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas Beyoncé, tu dois reconnaître que c'est une performeuse, qu'elle a une voix, qu'elle a une attitude, qu'elle a un charisme, qu'elle a quelque chose de différent. Rihanna, je la respecte pour ce qu'elle a fait sur Fenty, même pour sa musique que j'adore, tu vois. C'est encore plus ma génération, c'est plus proche de moi. Mais Beyoncé, c'est une icône, quoi. Poulet Yassa ou Fatou Bolo? Qu'est-ce que t'as mangé derrière, ma belle? J'ai mangé des Fatou Bolo. Allez, poulet, à ça. Aloko ou frites? Aloko. Oh, arrêtez ça, c'est un débat stérile. C'est parce que vous avez mangé les mauvaises alocos, c'est pour ça. Moi, j'adore, hein, perso. Oui, mais c'est pour ça que tout de suite, toi et moi, on a une connexion de regard très forte. Très... Laisse. Sincérité ou générosité? Les deux. Parce que tu peux pas être généreux si t'es pas sincère. Tu peux pas faire de la générosité sur du calcul, à un moment donné, ça va se voir. Et ma dernière question, à choisir, tu deviendrais prof de cuisine ou prof de théâtre? Alors, dans les deux cas, t'enseignes quelque chose de très noble. Parce que dans les deux cas, tu fais de la transmission. Tu vois, pour moi, la cuisine, c'est de la transmission. On a tous ici un plat qui nous rappelle quelque chose, un ingrédient qui nous rappelle quelque chose. On a tous ici un film ou une pièce de théâtre qui nous amène à quelque chose, qui nous rappelle un lieu, un endroit, une époque. Et dans les deux cas, tu fais de la transmission. Donc, désolée, j'ai fait beaucoup de jokers, mais... Tu me dis les deux? Mais là, je ferme ma langue au chat. Parce que j'ai déjà dit joker. Merci Fatou, c'était un vrai bonheur de t'avoir ici. Oui, merci Florence, quoi. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Et voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, partagez autour de vous, dites-nous en commentaire qui vous aimeriez avoir à cette place-là demain. Merci, à bientôt. Bye. Bisous. Bye. Bye. Je suis une grande enfant, c'est un truc de fou. On m'a mis de la pâte à modeler, j'ai oublié comment je m'appelais. C'est abusé.
Si t'arrives pas à passer par la porte, tu passeras par la fenêtre. Ma tête passe pas tout de suite, mais ma volonté et mon ambition passeront. Laisse. C'est magnifique.